J'ai commencé, je gagnais ma vie, comme on dit à l'époque, au black. J'étais une femme noire de la République, une danseuse afrodescendante avec un corps afrodescendant. Pour dire que la race noire est inférieure à toutes les races et elle est la plus faible. Cette histoire, elle est issue de l'esclavage. Je passe par le corps pour la raconter. Nous avons toujours pas assez de distance pour en parler. Nous sommes trop fragiles. Nous sommes accusés de parano, de plein de choses. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro qui sera assez rythmé, assez dansant. Alors, l'épaule Sédar Senghor pouvait dire que nul n'a le droit d'effacer ma culture car une communauté sans culture est comme un peuple sans être humain. Et elle a fait de sa danse une vitrine d'exposition de sa culture, celle guadeloupéenne mais aussi afro-descendante et de l'Afrique en Asie en passant par l'Europe. Elle ne fait pas que danser, mais elle danse en parlant. Elle fait de la danse, du moins ce que j'appelle de la danse éloquente. Née à Pointe-à-Pitre en 1969, nous sommes enchantés d'avoir au micro d'Hubert Abalo Chantal Loyal. Regardez ceci. Et si la danse pouvait changer les regards? Depuis plus de 30 ans, Chantal Loyal fait vibrer les scènes avec un art métissé qui célèbre les cultures créoles et combat les préjugés. Fondatrice de la compagnie Difekako et du festival Le Mois Créole. Chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du mérite. Elle a bouleversé les consciences avec des œuvres marquantes comme On t'appelle Vénus, Pochapé ou Bacchanal Ballet. Une femme, une vision, un héritage qui continue d'inspirer. Encore une fois, bienvenue au micro d'Hubert Abalo avec Chantal Loyal. Madame Chantal, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci beaucoup pour le temps que vous nous donnez. Non, c'est un honneur pour moi de recevoir quand même une personne du Togo qui vient m'interviewer jusqu'en Hexagone. Jusqu'en Hexagone. Franchement, c'est vraiment très intéressant de vous avoir, Hubert, avec nous cet après-midi. Merci beaucoup, Madame Chantal. Comme je le disais, vous êtes danseuse contemporaine. Vous êtes directrice artistique de votre festival culturel Mois Créole. Vous êtes également fondatrice de Difekako, votre groupe, je vais le dire ainsi. Vous êtes aussi beaucoup de choses qu'on va découvrir tout au long de ce numéro, mais par vos mots propres, qui est Chantal Loyal? Je disais, Chantal Loyal, aujourd'hui, c'est une femme qui vient d'avoir 57 ans, le 31 mars 1969, je suis née. 69. Donc, le 31 mars, j'ai eu 57 ans. Et je suis une femme de culture qui s'est construite par la culture. Je suis arrivée dans l'Hexagone à l'âge de 8 ans et demi. Et j'ai été rapidement placée à l'aide sociale à l'enfance. Et aujourd'hui, ma compagnie de danse, qui est basée en région parisienne dans le 13e arrondissement de Paris, a eu 30 ans l'année dernière, en 2025. Et également, le festival Mois Créole que nous avons créé en 2017 aura plutôt 10 ans cette année. Oui. Donc Chantal Loyal, c'est tout ça, c'est comment partager son expression culturelle afrodescendante par un biais, je dis toujours, transatlantique, avec la petite et la grande histoire internationale, mais la grande histoire de la France, qui a été un des pays qui a mis en esclavage beaucoup d'Africains dans la zone Caraïbe. Et aussi donc pour moi le créole n'a pas de sens sans compter l'Afrique parmi nous, l'Europe et la Caraïbe. Donc c'est pour ça que à force d'être invisibilisé en Europe et notamment en France, qui est un peu notre tutelle, on va dire administrative et de continuité territoriale avec les Outre-mer, cette fragilité-là que j'ai ressentie et cette discrimination, cette mise à l'écart et à la marge que je sens encore maintenant, qui est encore à défendre, et je dirais qu'à 57 ans, je suis encore une génération sacrifiée, puisque au moment où j'ai voulu défendre ce travail, il n'a pas été forcément entendu. Ouais. Il a été entendu tant que on avait quand c'était pris par le prisme d'un chorégraphe blanc, pour dire le mot juste, et quand c'est par le prisme de nous-mêmes en tant qu'auteurs ou autrices de notre propre histoire, nous avions
où nous avons toujours pas assez de distance pour en parler. Nous sommes trop fragiles. Nous sommes accusés de parano, de plein de choses dès qu'on remet à la face de ces pays européens qui ont colonisé l'Afrique et qui ont, que ce soit le côté lusophone, anglophone, francophone, hispanophone, nous pouvons pas avoir la parole parce que personne ne veut voir l'histoire en face. Et ça met beaucoup de temps à déconstruire. Et à déconstruire, je dis toujours, le récit et les imaginaires. On veut toujours qu'on déconstruise sans passer par la figuration de pleine face, quoi. Donc moi, c'est vrai que j'essaie de déconstruire, mais à la fois de montrer, d'être fidèle à ce qu'a été aussi l'histoire de nos peuples, aussi bien par la danse que par la musique. Et c'est Chantal Loyal, c'est ça. C'est comment être dans le partage, comment être dans la transmission, par le biais de thématiques, comme vous disiez, comptées par le corps. C'est ça. Mais aussi par la parole, par le chant, par tout ce qui nous habite. Parce que les peuples qui ont été, on va dire, froissés, violentés, souvent, ils ont résisté et ils ont eu un système de résilience par la voix, par le chant et par le corps. Et donc et par la musique aussi. Par la musique aussi. Vous nous parlez d'histoire, de culture, véritablement. Et c'est ce que vous faites également par votre danse, ce que j'appelle la danse éloquente, parce que quand vous parlez, vous racontez l'histoire. Je parlais tantôt de vitrine d'exposition de votre culture, celle de la Guadeloupe, mais aussi des Afro-descendants. Pourquoi cet engagement de transmission? Mais d'abord, quelle est cette histoire que vous transmettez? C'est notre histoire, c'est que ce que je vous disais, c'est ce patrimoine, c'est la mémoire, et cette histoire, elle est issue de l'esclavage, et donc je passe par le corps pour la raconter. Donc j'ai plusieurs choses, je peux vous nommer quelques pièces, c'est-à-dire que j'ai la Vénus Hottentote par exemple, où qui a 15 ans cette année, cette pièce, qui est une pièce de répertoire, qui a aussi 15 ans cette année, et j'en ai fait plusieurs versions. Et la première version, c'était On t'appelle Vénus. La deuxième version, c'était Vénus au pas de mon chant. Aujourd'hui, c'est Requiem pour Vénus avec 2 musiciens. Et donc, j'ai eu l'occasion d'aller le jouer au Togo. Au Togo, ouais. Avec l'Institut français. Ça a été une très très belle expérience. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Kosivi, à Yves Almoc, qui sont chorégraphes et musiciens respectivement et avec lesquels j'ai énormément travaillé au Togo et qui sont déjà aussi venus dans le cadre du mois créole en Hexagone, à Paris et à Roubaix, dans le Nord, à Marseille. Bon, ils ont un peu fait le tour de quelques villes de l'Hexagone. Voilà. Quand vous étiez en train de parler, vous m'aviez fait penser à cette citation de Thomas Sankara. Il disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. C'est très intéressant. Vous avez commencé par danser depuis petite, devant la télé et tout. Mais quand est-ce que votre carrière commence véritablement en tant que danseuse? Alors, vous savez, en France, étant donné que j'étais enfant de l'aide sociale à l'enfance, ça n'a pas été simple. C'est-à-dire qu'on m'a permis quand même de danser. Mais jamais on m'a dit tu pourras en faire ton métier. Ton métier. On te dissuade, pardon, parce que tout parent, même quand on est élevé chez les parents et qu'on est bien, on pense toujours qu'un métier artistique est difficile, ce qui est vrai. Donc il faut faire ça par passion, parce que c'est pas pour gagner sa vie qu'on choisit ce métier. C'est vraiment un métier passion. Et donc du coup, professionnellement, finalement, je fais mes premiers pas professionnels, même si je suis encore à l'école. Je suis pas encore majeure. Je commence à faire des tournées en Tunisie, ma première grande tournée. En Tunisie. Avec un ballet congolais qui était basé en région parisienne. Et il nous emmène en Tunisie pendant l'été. Du coup, je suis en vacances, donc je peux partir. On dirait que ce sont mes premiers pas de danseuse professionnelle. Mais après, vraiment en gagner ma vie, je n'ai réellement commencé qu'à l'âge de 28 ans,
puisque en France, on a un système qui s'appelle l'intermittence, et c'est qu'à 28 ans que j'ai obtenu l'intermittence. Okay. Mais sinon, j'ai commencé, je gagnais ma vie, comme on dit à l'époque, au black, puisque j'allais beaucoup, en Afrique, et on faisait des tournées avec les chanteurs, puisque c'était vraiment la période de cette espèce de titre qu'on avait donné à nos musiques, la world music, qui était repérée par Peter Gabriel, qui est ce grand compositeur londonien. Qui a travaillé avec Papa Wemba. Tout à fait. Oui. Donc il a repéré énormément d'artistes d'Afrique, d'Amérique du Sud. Et donc moi je tournais avec Kanda Bongo Man, parmi justement tous ces artistes, Papa Wemba, Kanda Bongo Man, enfin il y en avait plein d'autres. Hein. Il y avait Youssou N'Dour. Oui. Donc moi j'ai été la danseuse emblématique de Kanda Bongo Man, où j'ai énormément tourné, j'ai fait le tour du monde en Afrique, et c'est là que je me suis aperçue des ponts que j'aurais pu faire en tant que femme afro-descendante avec l'Afrique, parce qu'à chaque fois que j'arrivais en Afrique, on disait toujours « Ah, c'est une Antillaise, on est fiers, mais qu'est-ce qui ressemble à telle ethnie de chez nous ?» Donc c'est pour ça que ça m'a habité aussi l'idée de travailler à travers cette histoire triangulaire, l'Afrique, la Caraïbe et l'Europe, quoi, et cette histoire transatlantique. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai un parcours de danseuse d'une longue carrière maintenant, de plus de 40 ans, et qui a sillonné le monde, et qui après a voulu très rapidement transmettre aux plus jeunes, fonder une compagnie de danse et de musique, et à l'image peut-être de toutes ces personnes que j'avais rencontrées. C'est pour ça que la musique est très présente et que aussi la danse est très présente. Voilà. Compagnie de danse et de musique, la compagnie Difekako, que vous ouvriez en 1994, si je ne me trompe pas, donc qui a eu 30 ans l'année passée. Quelle est l'histoire de Difekako? Pourquoi est-ce que finalement vous avez décidé d'ouvrir une compagnie? Alors de 92 à 94, c'est une préfiguration par l'association déjà. Et ensuite, en 95, c'est notre première pièce. C'est pour ça que je parle de la date de 95, du 15 mars 95, où nous faisons notre compagnie. Et nous allons être sur des pièces très engagées. L'une des premières pièces va être autour de l'esclavage, d'ailleurs. On va travailler autour de Hansel et Gretel. On va faire une métaphore avec l'esclavage. Et très rapidement, on va travailler sur les questions de ce que la France nous inculquait, c'est-à-dire qu'on connaissait mieux la France que notre territoire, c'est-à-dire nos ancêtres les Gaulois. Donc on va faire aussi une pièce autour de ça, de l'école à l'école, de la dureté de l'école aussi, que moi j'avais pu vivre, de la violence de l'école aussi. Et ensuite, je vais travailler sur la matriarcalité, sur les femmes seules qui élèvent les enfants seuls dans le foyer. Et je vais aller très rapidement aussi sur une pièce autour des cheveux et de la décoloration de la peau. Et en même temps, j'étais même beaucoup trop en avance sur le problème du pesticide, le chlordécone, qui a ravagé les terres aux Antilles et les plantations de bananes, mais notamment nos terres et nos eaux. Donc je vais travailler sur toutes ces questions afrodescendantes, mais toujours de discrimination. Parce que se décolorer la peau et se mettre de faux cheveux, c'est aussi une économie pour beaucoup de gens, pour on va dire l'Inde, pour l'Asie, qui ont des commerces dans les grosses villes européennes, et en France c'est à Château-Rouge et à Château-d'Eau. Et donc ma pièce va s'appeler Château-Rouge. Et je vais dire, mais qu'est-ce que c'est que ce château? Parce qu'un château, pour nous, c'est l'excellence, c'est l'argent, c'est beau. Mais en fait, nous, c'est pas très beau de vouloir se décolorer la peau, qui donne des maladies, des cancers, qui aussi mettent à mal le cheveu. Et cela réagit sur nos plus jeunes qui voient le geste fait par les adultes et qui reproduisent la même chose. Donc pour moi, c'est traiter tous ces sujets-là qui aussi créent un problème d'environnement, parce que tous ces produits sont très nocifs, que ce soit en Afrique ou chez nous, vont dans les poubelles, dans les canalisations, les faux cheveux avec le goudron, tout ça. Donc je vais traiter ces questions-là. Et je disais que je traitais la Vénus Hottentote aussi,
je travaille beaucoup autour de la femme, des questions de femmes. Et la Vénus Hottentote, c'est vrai que cette femme qui a été, on va dire, incarcérée, excusez-moi d'employer ce mot, Non, oui, alors. qui s'est retrouvée au musée de l'homme, exposée, disséquée, le crâne qui a été mis dans du formol, le sexe dans du formol, parce qu'elle a été étudiée par Georges Cuvier, qui est un naturaliste de l'époque et qui veut faire... à l'époque, tous les naturalistes veulent faire des tests scientifiques. Des expériences scientifiques. Et ils vont décider qu'ils veulent absolument dire que la race noire est inférieure à toutes les races. C'est la plus faible. Et elle est la plus faible. Et du coup, moi, je vais travailler autour de ce sujet parce que l'esclavage du passé n'est pas fini, puisqu'aujourd'hui, on a l'esclavage moderne. Et les violences faites aux femmes sont toujours là, toujours exploitées aussi par les hommes. Et comment transmettre cette histoire de manière à ce que elle puisse ne pas se reproduire, mais en tout cas intéresser les plus jeunes à être bienveillants, parce que le harcèlement qu'on voit dans les écoles, c'est déjà ça. Ça commence à la plus petite enfance, Justement. d'harceler un jeune, une jeune femme, un jeune homme, parce qu'il est différent, parce qu'il est autre. Donc voilà, donc cette pièce va parler de ça, de la différence, de l'altérité et de la mémoire. Elle a plein d'angles, du scientifique, de la mémoire, du patrimoine, de l'histoire européenne, parce que cette femme, elle va arriver jusqu'en Angleterre, elle va passer par la Hollande et elle va arriver en France. Donc c'est une histoire quadripartite et triangulaire. Et c'est pour ça que j'appelle votre danse une danse éloquente, parce que par votre corps, vous parlez, vous transmettez des messages, et vous venez de parler de ces spectacles dont j'ai beaucoup aimé On t'appelle Vénus. Vous venez de nous raconter l'histoire. Vous employez des mots assez crus, assez, on peut le dire, durs dedans. Vous dites par exemple, c'est les Blancs plutôt qui parlent, qui disent chez eux, on n'a pas des femmes, on a des femelles. Ou encore vous dites dedans, à défaut d'être égal à nous, elle va nous régaler. Comment est-ce que les gens devant vous reçoivent ce message de cette manière-là? Parce que vous étiez là aussi à interpréter les singes. Oui. C'est très beau. À un moment, vous donnez un crâne à quelqu'un. Comment est-ce qu'on reçoit tout ça? Alors, beaucoup de publics ne connaissent pas l'histoire, donc ils sont très touchés. J'ai beaucoup de personnes qui pleurent à la fin. Les jeunes sont gênés parce que quand je fais le cri du singe, eux ils sont mal à l'aise et très rapidement ils se taisent parce qu'ils comprennent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe et qu'il y a une histoire qui se passe et qu'est-ce que c'est que derrière ça, même s'ils ne saisissent pas tout. Et souvent ils peuvent aller réétudier avec leur professeur. Le public, soit ça les dérange et donc je peux avoir des retours insultants. C'est arrivé sur 15 ans, 3-4 fois. Mais globalement, c'est une pièce qui touche énormément, qui réconcilie et qui est encore plus acceptée aujourd'hui. Quand je l'ai faite, c'est comme le chlordécone, je suis toujours pionnière et trop en avance. Et cette pièce, elle commence à être acceptée depuis George Floyd, depuis la crise du Covid, où ce noir a été tué justement. Cruellement. Et je crois que là, il y a une prise de conscience des Blancs, de ce que c'est que d'être noir et de ce qu'on vit en tant que noir. Et du coup, quand je fais cette pièce, je dis pas que tout le monde l'accepte, mais quand même, c'est une pièce qui a 15 ans aujourd'hui, qui tourne. Donc ça veut dire qu'il y a des gens intéressés, et surtout depuis que la Fondation de la mémoire a été créée en France, de la mémoire de l'esclavage, cette fondation qui a été créée en 2020, on incite les villes et nous avons inscrit le mois des mémoires. Et nous avons une grande partie du mois des mémoires qui est entre le mois d'avril et le mois de juin et après au mois de décembre. Suite à tous les décrets de l'esclavage qui s'inscrivent beaucoup au mois de juin, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et voilà au mois de mai et juin. Du coup, cette pièce résonne et quand les villes cherchent des projets qui peuvent toucher au-delà de l'exposition qui est figée, mais le corps peut parler, on est appelé à faire, que ce soit dans le mois de la femme, au mois de mars, autour des femmes, ou que ce soit pendant le mois des mémoires, que ce soit la semaine de la francophonie, ou que ce soit la semaine de la discrimination.
mes pièces et les pièces de la compagnie d'Ifekako, et dont celle-là résonne. Et donc, je crois que les gens sont plus ouverts maintenant, même si ça reste encore difficile, parce que parfois, il y a encore des gens qui ont été éduqués dans un certain milieu, et que parler de ces histoires-là, c'est tabou, on va dire. C'est tabou, et ils se sentent absolument pas concernés. C'est ça. Tout simplement. Et donc, ils vivent à côté de ça. Ils sont pas concernés, et puis c'est pour les autres. Oui, voilà, c'est pour les autres. Et d'ailleurs, il y a une exposition au Musée de l'Homme qui s'appelait Les Autres. Et j'ai été invité pour faire Vénus. Voilà, il y a quelques années. Donc vous voyez. Ça a de l'impact, effectivement. Et vous sortez Danse avec la DAS, qui est votre livre, qui nous raconte votre biographie. La DAS, qui est la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Est-ce qu'on peut réveiller un peu les mémoires? Pourquoi avec la DAS? Quelle est l'histoire avec la DAS? Alors, aujourd'hui, ça s'appelle l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et à l'époque, ça s'appelait la DAS, quand je suis arrivée. Et déjà parce que ça rimait, danse et DAS. Donc c'est pour ça que ça faisait écho. Et comme je suis arrivée, et c'était cette appellation-là quand j'ai été placée, ce livre, je pense qu'il retrace ma vie personnelle et ma vie d'artiste. Et je ne l'ai pas écrit, je suis contente, parce que déjà d'une, j'ai été très fâchée avec l'école. La lecture et l'écriture sont difficiles pour moi. Et donc l'auteur qui l'écrit, c'est quelqu'un qui est passionné de culture et qui était journaliste culture, et qui adore écrire, et qui écrit très bien, et qui connaissait très bien mon travail artistique. Et quand qui m'a suivi pendant des années. Et quand je lui ai raconté ma vie personnelle, il m'a dit non, il faut imbriquer les choses. Et donc, le livre, c'est laisser une trace de mon parcours. C'est aussi déposer peut-être des choses difficiles, que ce soit dans le parcours artistique que dans le parcours personnel, et se faire du bien aussi quand on dépose. Et aussi peut-être faire du bien aux autres, être bienveillant avec les autres, parce que ça permet à des enfants peut-être, ou à des gens qui sont dans des situations difficiles, de se raccrocher à quelque chose à travers ce type de témoignage. Justement, des histoires difficiles, l'histoire de votre enfance avec votre mère, qui considérait ses 6 enfants comme des sorciers. Vous avez été enlevé plusieurs fois avant de venir à Paris à l'âge de 8 ans. Quelle est cette histoire, et vraiment comment est-ce qu'on arrive à se détacher, ou est-ce qu'on s'en détache? Mais après, comment est-ce qu'on arrive à se refaire, à se construire aujourd'hui pour toutes ces personnes, tous ces enfants qui sont dans la même situation, une enfance difficile? Comment est-ce qu'on fait pour... Il faut saisir, on a des personnes autour de nous, il faut chercher aussi, il faut tendre des perches, où on nous tend les perches, il faut les saisir. Et je pense que j'ai eu de la chance d'être bien tombée, parce que c'était une période aussi où l'aide sociale à l'enfance, on pouvait très mal tomber. Je pense que j'ai eu une étoile, peut-être que l'étoile, elle était là pour moi. J'ai saisi aussi toutes les chances qu'on m'a données, toutes les personnes que j'ai rencontrées. J'ai pas hésité à saisir, comment dirais-je, les perches, quoi, pour pouvoir m'accompagner. Et puis je pense que c'est aussi une histoire de tempérament. Moi, je suis bélier, et je pense que ça aussi, ça compte, le tempérament. Donc voilà, je me suis construite, et puis j'ai pas réfléchi, j'y allais le jour, et voilà. Donc maintenant, j'ai plus de recul pour penser, mais je pense qu'à l'époque, je pensais pas, je faisais. Je mettais des actes. Faire, c'est ça. Ouais. Et le synopsis de votre livre, Danse avec la DAS, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui dit: dans son ignorance des choses, ma mère s'est calée sur la mère de Camus. L'amour en moi. Comme la daronne du petit Albert, elle ne savait ni lire ni écrire. Certes, ça n'a pas fait de moi une prix Nobel de littérature, mais je suis tout de même chevalière de Légion d'honneur. Nos mères des colonies, pas à l'école, inscrites pour l'éternité en français, langue étrangère, ont enfanté des assoiffés d'expression. Notre verve s'est nourrie
du mutisme maternel. Ces femmes ne se sont pas tues pour que nous continuions à garder le silence. C'est très fort. Ces femmes ne se sont pas tues pour que nous continuions à garder le silence. Pour remplir le vide de son enfance, Camus pense « moi je danse ». Voilà. J'aime beaucoup cette partie parce que ça dit beaucoup de choses. Surtout la partie de « ces femmes ne se sont pas tues pour qu'on se taise encore ». Et vous comparez, je vais dire, Camus, bon, pas vous, mais l'auteur, vous compare à Camus. Camus écrit, vous dansez. Pourquoi est-ce qu'il a fait cette comparaison? Parce que Camus, je pense qu'il s'est défendu par l'écrit. Et moi, je me suis défendu en écrivant avec le corps. Et comme il savait et que j'avais dit que j'avais été fâchée avec l'école, donc je pense aussi qu'il met en balance beaucoup de choses à la fois dans cette phrase, en fait. Et il y a une citation de Camus que j'aime beaucoup. Camus qui dit, lors de son discours de Stockholm, que sa génération se voit vouée à changer le monde. Alors, elle a échoué, mais peut-être que sa mission est plus grande, celle de ne pas laisser le monde se défaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette citation? Est-ce que votre génération a échoué? Je la trouve intéressante, mais chaque génération fait son travail. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai le sentiment, encore moi, d'avoir été une génération sacrifiée dans la reconnaissance de ce que j'ai voulu montrer, dire. Et pour moi, d'être l'idée d'avoir été assez invisibilisée, c'est comment je fais pour préparer la nouvelle génération et de contribuer à cette visibilité. Et c'est ce que je fais à travers le festival et à travers les projets de ma compagnie. Et pourtant, je trouve que j'arrive déjà tardivement, même si je suis arrivée bientôt, mais je suis tardivement écoutée et encore pas suffisamment. Donc j'espère que les générations qui sont derrière seront plus écoutées et qu'ils prendront aussi le fil de la discussion que je suis en train de construire avec ces projets. Justement, il faut qu'il y ait une liaison dans le temps. Camus, toujours, le 10 décembre 1957, a eu le prix Nobel de la littérature. Et vous étiez, ou l'auteur l'a dit, vous n'avez pas eu le prix Nobel de la littérature, mais vous avez eu la plus grande distinction honorifique de la France, la Légion d'honneur. En 2015, par François Hollande. Comment est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que vous l'avez ressenti, la Légion d'honneur? Ça a été un moment assez fort. À chaque fois que je raconte l'histoire, je lui dis que j'ai pleuré. J'étais la seule, j'étais la plus jeune, j'avais 47 ans. J'étais une femme noire de la République, une danseuse, pas de l'opéra, une danseuse afrodescendante avec un corps afrodescendant qui venait, qui s'exprimait à travers plein de pièces pour des chorégraphes aussi bien belges que français, mais aussi avec ma propre écriture, avec la compagnie d'Ifekako. Et pour moi, c'était défendre les femmes de la République, mais les femmes de la Guadeloupe et les femmes afrodescendantes. Et c'est toujours ce que je dis, et c'était une fierté. Et donc je suis la seule à avoir versé des larmes, parce que je pense que ceux qui ont reçu les distinctions déjà, pour certains, ils avaient déjà reçu d'autres distinctions. Pour d'autres, c'était peut-être leur première, mais c'était assez évident, parce que j'étais aussi la seule femme noire et la plus jeune. Et ce n'était pas gagné du tout que je puisse obtenir la Légion d'honneur. Moi, ça a été une surprise. Vous avez eu après aussi l'Ordre du Mérite. Oui, j'ai eu l'Ordre du Mérite, c'est aussi François Hollande qui me l'a remise. Donc voilà, c'est toujours très touchant, et on sait très bien qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur la culture déjà, pour qu'on ait des distinctions, mais encore plus sur l'afrodescendante, qu'on ait notre place. Je trouve que cette place-là, afrodescendante, on la retrouve plus en Angleterre. On la retrouve même si les États-Unis, rien n'est simple, mais quand aux États-Unis on l'a vu, on arrive à la voir. Et surtout Londres, moi quand je vais à Londres, je vois tout type de pigments, de phénotypes à la télé. C'est encore très difficile en France, et quand il y en a, c'est toujours discuté, quoi. Ça ne va pas de soi. Chantal Loyal, vous aviez toujours voulu faire la danse, mais on vous a dit que vous ne pouviez pas faire la danse classique. Je vais le dire, vous n'aviez pas le corps pour faire la danse classique. Et donc, ça pouvait être considéré comme une faiblesse, mais que vous avez transformé en force et qui vous distingue aujourd'hui. Pour toutes ces personnes, pour tous ces jeunes,
à qui on dit tu ne peux pas faire telle chose parce que tu n'as pas les conditions, les prérequis, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je leur dis qu'il faut trouver sa voie et qu'il ne faut jamais hésiter, mais que c'est le mental. Il faut avoir le mental qui va avec, les épaules qui vont avec, parce que c'est un métier pas simple, c'est un métier pas facile. Et donc, si on n'a pas le mental, le physique, il ne faut pas y aller. Par contre, si on sent qu'on peut y aller, si on est dans un métier passion, ben, il faut y aller, il faut y croire. Aujourd'hui, Chantal Loya, quel est votre lien avec la parole, la prise de parole, l'éloquence? Alors, je suis assez à l'aise avec la prise de parole, mieux qu'avec la lecture. Okay. La prise de parole par le corps encore plus. Encore plus? Mais par la voix, j'aime bien. Et je suis plutôt une femme qui s'inscrit dans la spontanéité, plus que dans quelque chose de préparé. Ok. Voilà. Donc, c'est ma façon de prendre la parole. Et vos danses aussi, des fois, sont spontanées? Ou vous prenez vraiment le temps de vous laisser inspirer? Parfois, elles sont écrites selon le disque. Oui, okay. Écrites. Les pièces sont écrites et on les répète et voilà. Et parfois, ben, on est quand même des peuples afrodescendants où on travaille beaucoup à l'improvisation avec nos danses au tambour. Donc oui, il y a des moments où je suis complètement à l'improvisation. Les danses au tambour dans le cas, j'oublie un peu le nom. Oui, le gros cas. Le gros cas, voilà, qui était vraiment présent lors de la colonisation, également avec les afrodescendants, avec les tambours que vous aimez bien. Oui. Alors, Chantal Loya, nous sommes à la fin de ce podcast avec vous. Est-ce que vous aurez un dernier mot pour tous ceux qui nous regardent? Eh ben, merci à vous déjà, Hubert. Merci au Togo de me recevoir. Et continuons à œuvrer pour la culture, pour nos peuples, pour le peuple de chacun. Et surtout à se respecter dans ce monde qui est si difficile et encore plus aujourd'hui. Donc voilà le mot de fin, c'est-à-dire l'altérité. Il faut qu'elle soit respectée. Voilà, et respectons-nous. Chantal Loya, excusez-moi, c'était la dernière question, mais j'ai une autre dernière question qui vient d'arriver. On a dans nos pays de ces jeunes qui, des fois, disent je ne suis pas intéressé par l'histoire de mon pays. C'est vrai qu'on en avait parlé au début, mais j'aimerais bien que vous reveniez dessus. L'importance de l'histoire pour nous jeunes aujourd'hui, pour nous jeunes noirs afrodescendants. Moi, je dis toujours, il faut savoir d'où on vient pour pouvoir se construire et mieux construire l'avenir, et mieux se saisir de l'avenir. Et comme ça évitera d'avoir des personnes blasées, mais des personnes qui s'intéressent déjà à eux-mêmes et s'aimer eux-mêmes et aimer celui qui est à côté ou celle qui est à côté. Voilà, c'est surtout ça l'important. Merci Chantal, mieux savoir d'où l'on vient pour saisir l'avenir. Merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro. N'hésitez pas à partager, à aimer, à commenter, à vous abonner. Merci à Jonathan derrière la caméra et on se dit à très bientôt.